Donc on se pose la question de savoir si la pensée pédagogique qu'il affiche comme progressiste peut-elle trouver une expression dans l'école, disons, traditionnelle des années 50 ? Ça, c'est une première question. En quoi s'inscrit-elle dans une visée progressiste, parce qu'il la qualifie, sa pédagogie, enfin son expérience, de désaliénante pour l'enfant et pour le maître. Et a fortiori, quand on a une école qui reste celle de l'école traditionnelle, hein, et quand lui-même est inspecteur, il a une fonction d'inspecteur, où effectivement il est lié à une certaine orthodoxie. Donc, en 1948, il est donc inspecteur, nommé donc dans une circonscription de l'Eure, de Vernon. Hein, et là, il crée le fameux groupe coopératif d'éducation nouvelle des Andelys Vernon, hein, le GCEN. C'est très proche du GFEN, mais ce n'est pas le GFEN. Il le préside jusqu'en 1957, parce qu'en 1957, il a sa mutation. Il y a 450 adhérents qui sont les instituteurs de sa circonscription. Et l'objectif du GCEN, il est extrêmement ambitieux, puisqu'il s'agit de faire, je cite, table rase de la pédagogie orthodoxe, en la dénonçant comme, je le redis, aliénante, et qu'il faut donc inventer une démarche innovatrice qui va libérer le maître et l'élève. Donc, à son initiative, un bulletin bimestriel qui s'appelle Échange, que j'ai trouvé à la BNF et que j'ai trouvé également, pour une partie à la BNF et une partie aux archives départementales de l'Eure. Et j'ai eu la chance de rencontrer un très vieil instituteur qui a fait partie de cette expérience, que je suis allée voir et qui m'a donné les 44 numéros. Voilà, donc c'était un vrai trésor. Voilà. Donc, il y a 44 numéros, comme je viens de le dire. Hein, donc, ma communication, elle va s'attacher à saisir le débat entre conservatisme et progressisme porté par cette revue. Alors, je pense conservatisme parce qu'il y a tout de même cette fonction d'inspecteur. Hein, donc, on n'en connaît tout de même pas des inspecteurs qui ont retourné l'éducation nationale dans l'autre sens. Hein, donc, on se pose quand même cette question. Donc voilà, à cette époque, il est donc vice-président du GFEN. Donc du point de vue de la méthodologie, oula, bon, je ne sais pas ce que ça donne. Bon, non, ça ne donne rien, c'est pas grave. Donc j'ai analysé les 44 numéros de cette revue qui est parue entre 50 et 57. Et j'ai essayé de repérer les positions qu'il appelle progressistes dans cette revue. Alors, on essaierait de les définir, ces positions progressistes, comme donc se placer à la marge de la normalisation scolaire de l'époque. Ce progressisme s'oppose au conservatisme de l'école défini par Jean-Noël Luc. Je cite Jean-Noël Luc. Ce conservatisme promeut le maître face au livre, lui donne l'initiative, puis le contrôle de l'activité de l'enfant. Donc, Gloton va se poser en opposition à ce point de vue. C'est également un renversement de l'espace et du temps, je dirais aussi des disciplines, une tentative de renverser la forme scolaire. Alors, on va voir si c'est vrai. Et donc, je me suis posé la question de savoir, alors 5 minutes, hein, je vais un peu vite, je me suis posé la question de savoir quelle part de conservatisme ces positions progressistes pouvaient préserver. Donc, je me suis intéressée à repérer les positions progressistes de la revue du GCEN. Hein. Donc, on pourrait déjà dire que ce GCEN, c'est un laboratoire d'expérimentation pédagogique. La revue en elle-même, avant de rentrer dans les contenus, hein, c'est un organisme, enfin en tout cas c'est une revue qui a un esprit, qui se veut avoir un esprit coopératif, fait d'échanges d'expériences entre les instituteurs de ce groupe, hein, et avec ceux d'autres régions, voire des régions frontalières. Donc, voilà, un petit extrait d'entretien, un petit extrait du numéro 10 de la revue Échange qui vante effectivement cette dimension coopérative. Bon,
Bon, ça marche plus. Ça marche plus. Bon. Eh ben, tant pis. On va continuer sans PowerPoint. C'est pas grave. On va le relancer. Bon. Non, il veut rien savoir. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. On va faire sans, c'est pas grave. Regarde la puissance, la suivante, mais... Non, mais sinon, là, non, c'est pareil. Non, mais remettez sur celle-là et mettez dans le truc. Parce qu'il y a trop d'espace entre deux... Là, c'est comme ça. C'est pas grave. Dernière fois. Oui. Ben oui, ça marche. Ça marche. Voilà. Attends, tu laisses là. Je vais aller jusque-là. Alors, je reste sur la revue. Avant de rentrer dans les articles de la revue, je reste donc sur cette revue. Elle a aussi, je dis que c'est un laboratoire d'expérimentation pédagogique, c'est en quoi elle a cette dimension progressiste. Je dis aussi, et je le trouve dans ses articles, elle sollicite des ressources extérieures, c'est-à-dire que les instituteurs du GFEN, ils vont dans les congrès du GCEN, ils vont dans les congrès du GFEN. Des conférenciers du GFEN viennent pendant les conférences pédagogiques de l'inspecteur Gloton dans sa circonscription. Cette revue, elle a également une rubrique qui s'appelle « La vie des cercles cantonaux », où là, chacun échange les expériences que les uns et les autres ont fait et qu'ils mettent à la portée de l'ensemble des adhérents. Voilà. Alors, j'aurais voulu... bon, je vais aller jusqu'à cette diapo-là. J'aurais voulu vous présenter cette revue. J'avais une diapositive, mais vous allez vous en passer parce que elle ne s'affiche pas, je ne sais pas. Alors, dans le premier... Alors non, maintenant, on va rentrer dans les articles, si vous voulez, que j'ai étudiés d'un peu plus près. Dans le premier numéro, on peut lire « Cette revue s'ouvre sous le signe de l'optimisme ». Elle veut être le trait d'union vivant permettant à chacun d'entre nous de sortir du stérile isolement de l'ensemble des instituteurs. Dans cette perspective, les instituteurs donc vont produire des articles relatant les expériences qu'ils font dans leur classe. Alors, j'y suis. Du point de vue des finalités, qu'est-ce qu'on trouve ? Donc, il s'agit de libérer l'enfant, de le désaliéner. On lit la phrase suivante écrite par Gloton. L'important, c'est d'entreprendre, ou bien l'enfant est en classe pour apprendre à penser. Et donc, dans ce but, il faut développer l'esprit critique de l'enfant, rechercher l'équilibre psychique, et Gloton écrit, permettre aux maîtres d'atteindre une connaissance intime de la vie psychique de ses élèves, dans ce cas-là de plus inconscient et de plus déterminant. Ou encore, une de ses collègues ajoute, le mot devient l'instrument de la pensée. Donc on entend du vallon là, qui sonne un peu dans les oreilles et qui est repris par ses enseignants. Il faut bien évidemment rechercher le bonheur de l'enfant, tout ce qu'a développé tout à l'heure Sylvain Vagnon sur les grandes finalités de l'éducation nouvelle qu'on retrouve là. Mais il y a des positions que l'on pourrait dire conservatrices. Donc sur ces positions conservatrices, malgré tout, on fait plein feu sur la mémoire. En tout cas, on dit qu'il faut entretenir la mémoire, que les élèves ont une capacité étonnante d'ingurgiter. Donc il faut s'en servir. On dit également qu'il faut faire un enseignement traditionnel de la grammaire. Il y a un article qui est signé Gloton et pendant 11 pages durant, il décrit une démarche conformément à la forme scolaire traditionnelle et il donne l'exemple d'une leçon modèle faite par l'inspecteur. Donc on n'est pas dans quelque chose de très révolutionnaire là. Donc ensuite, toujours dans ces positions... Les finalités... Voilà.
Toujours dans ces positions progressistes, il y a le statut de l'enfant. Donc, c'est l'enfant du psychologue. Hein. C'est l'enfant possède en lui tout ce qu'il convient à sa propre construction, dit un instituteur. Un autre dit la lecture viendra plus tard, quand l'enfant ressentira le besoin. Là, c'est des propos d'instituteurs que l'on trouve dans cette revue. C'est aussi l'enfant pathologique. Donc, un article expose pendant 7 pages 3 cas d'enfants d'une classe de perfectionnement avec la nature de leurs troubles. Donc là, on retrouve tout un vocabulaire qui relève de la psychologie clinique ou de la psychiatrie qui est, emprunté par ces maîtres qui, à mon avis, n'ont pas réellement une formation et s'approprient des concepts scientifiques. Je ne pense pas qu'ils soient très au point là-dessus. Il y a, bien sûr, des positions conservatrices. Hein. Il y a des jugements très négatifs des élèves. Donc, je vous lis des propos d'enseignants. Hein. Il n'existe pas de classe de perfectionnement dans notre circonscription, ce qui ne signifie pas, hélas, qu'il n'y a point d'enfants anormaux ou caractériels dans l'école. Combien de ballards, mis entre guillemets et en majuscules, dénombre-t-on dans chacune de ces classes des cas de débiles mentaux, Donc, il y a aussi dans les positions conservatrices, donc ça c'est pour le jugement d'élèves, une mise en avant du meilleur, hein, celui qui sait bien lire, il pourra effectivement montrer aux autres, etc. Il y a encore des jugements très négatifs sur les familles. Je cite, « Une partie des indisciplinés, des paresseux se recrutent dans les familles désunies. Hein. » Donc on a là un jugement de valeur assez fort sur les familles. Donc l'objectif pour Glotton, c'est de faire la preuve de l'inefficacité des méthodes traditionnelles. Pour ça, il va s'adonner à des enquêtes. Alors, il va faire une enquête sur, en tout cas, une expérience. Bon, allez. Il va faire une expérience sur l'orthographe. Donc, il va considérer 23 classes qui vont faire de la dictée et 23 classes qui n'en feront pas. Et il va effectivement examiner ce qui va se passer. Ça va se passer pendant l'année 52-53, pendant toute une année scolaire. Hein. Et donc, les résultats de cette enquête faire la preuve de l'inefficacité de la dictée. L'objectif, c'est tout de même de persuader les enseignants de sa circonscription de faire autrement. Hein. Donc, il y va à grand renfort de statistiques. Hein. Il y en a 11 pages. Sur la sensibilité artistique de l'écolier. Alors là, il va dans 64 classes et 1024 élèves pendant toujours la même année. Il va donner des cartes postales à classer par ordre de préférence. Plusieurs pages de tableaux statistiques vont être réalisées ensuite. Donc l'objectif, c'est que les enfants classent les tableaux par ordre de préférence. Et il va donc réaliser plusieurs pages de statistiques pour dire que la sensibilité des enfants diminue à mesure qu'ils grandissent et que l'objectif des maîtres, c'est vraiment de faire un gros effort pour exciter la sensibilité artistique, le sens du beau des élèves. J'arrête avec le PowerPoint parce que bon, ça marche pas. Donc, des positions aussi Alors là, il y a aussi dans cette démarche-là une volonté de faire la preuve que les méthodes traditionnelles sont mauvaises. Hein. Donc, je vais passer sur ces exemples-là et vous donner l'exemple des contenus d'enseignement. Hein. Après, effectivement, les enquêtes, j'ai examiné les contenus d'enseignement. Alors, évidemment, le texte libre. Hein, et là, c'est étonnant parce qu'il n'y a aucune référence à Freinet. Dans les 44 numéros que j'ai regardés de très près, aucune référence à Freinet. Bon, je ne crois pas me tromper en disant que Freinet a quitté le GFEN avant la guerre. Et que le départ de Freinet du GFEN ne s'est pas fait dans la quiétude. Donc, Glotton explique que le texte libre correspond à la nouvelle orientation de l'enseignement de la rédaction
Il a sa place dans tous les cours. Le texte libre est une technique, c'est-à-dire un instrument utilisé au développement de la langue écrite. Le texte libre est un outil thérapeutique. Il dit encore, il permet de soulager la rancune inconsciente. Le rôle révélateur que peut jouer le texte libre en cas de refoulement. Les instituteurs donc manipulent des concepts de la psychologie, voire de la psychiatrie, là encore de manière surprenante. Le texte reconstitué aussi fait partie des contenus d'orientation progressiste, c'est-à-dire que l'enfant lit le texte, Gloton fait des trous dans ce texte et l'enfant doit reconstituer le texte avec des étiquettes. Et il ajoute, sans le recours du texte lu attentivement, l'enfant doit placer, sans le recours du texte, lu attentivement, l'enfant doit placer des étiquettes dans l'ordre pour reconstituer l'histoire. Il ne peut y parvenir que s'il a lu avec intelligence et a compris. Enfin, la lecture silencieuse est un autre contenu progressiste préconisé par Gloton, qui explique que lorsque l'enfant a terminé son travail, il doit pouvoir, tout ce qu'on connaît bien aujourd'hui encore. Bon. Il y a tout de même je repère quand même des positions très traditionnelles malgré cette avancée, j'allais dire, très innovante. Et dans le texte libre, je trouve les phrases suivantes écrites par Gloton. Il faut, je cite, souligner les verbes, l'accord du verbe et du sujet, comparer attributs et épithètes, employer l'auxiliaire avoir et faire des conjugaisons. Donc on est vraiment dans une situation vraiment très orthodoxe. Il y a encore des positions progressistes dans la démarche pédagogique. L'enseignement doit être maintenant dialogué, ce qui se substitue à un enseignement frontal, un enseignement individualisé. Gloton dit « Il reste sage d'individualiser la leçon dans la mesure du possible dans certaines classes. L'observation est la clé de toutes les acquisitions, préconise-t-il. En histoire, par exemple, dans une conférence pédagogique, Gloton dit « C'est de l'observation des faits que l'élève, aidé du maître, tire la substance de la leçon. » En rédaction, une institutrice écrit « Grâce à l'exercice d'observation, l'enfant fait sans effort des progrès marqués en orthographe. » En conjugaison, une autre institutrice écrit « Les procédés d'observation mis en œuvre conduisent à des inductions aussi aisées que celles qui résultent de l'observation des propriétés du rectangle. » Donc, évidemment, la promenade étude dont nous a parlé Sylvain, effectivement. Donc, vous voyez, toutes ces démarches que l'on connaît très bien aujourd'hui dans l'enseignement, mais qui, en 1950, dans l'heure, étaient quand même des démarches assez révolutionnaires pour les enseignants qui étaient là. Alors, néanmoins, des positions traditionnelles que je repère à ce propos-là. Gloton écrit dans le numéro 2 à la page 28, « La leçon modèle est toujours la règle, même si la démarche est innovatrice. » Voilà. Ensuite, il y a les supports. Donc les supports, je vais passer très rapidement parce qu'on les connaît très bien. Donc l'imprimerie au centre des apprentissages. Le fichier, les livres de classe sont supprimés. Gloton ajoute « Ne jamais s'asservir au manuel, à son contenu et à son découpage. Le manuel n'est qu'un instrument de documentation à consulter. » Et enfin, on travaille sur les archives. On a des documents d'archives qui font partie des supports. Là encore, des positions conservatrices, parce que vous venez d'entendre à l'instant qu'on ne devait plus se servir d'un livre en le suivant méthodiquement, mais on devait recourir à ce livre dans certaines conditions. Et là, on peut lire « Le manuel scolaire reste le support pédagogique. Nous avons cru devoir nous appuyer sur un manuel, non pour un suivi aveuglément du texte, mais pour nous fier à sa progression. » Vous voyez, donc on est très ambivalent. Concernant le rôle du maître, il devient un animateur, un guide. Le maître n'est plus celui qui inculque,
mais celui qui procure ce que l'élève lui demande, ce dont il a besoin. Il faut beaucoup d'affection entre le maître et l'élève. Et malgré tout, on a des positions d'autorité. Alors là, je vous cite un extrait d'un article. Hein. La maîtresse fait venir la fillette le jeudi matin et l'installe devant elle et l'oblige à rester là sans rien faire. Elle lui dit « Tu n'aimes pas le travail, dis-tu ? Eh bien, sois satisfaite. Je t'ordonne de ne rien faire. Et ceci toute la matinée et plus si tu veux. » Bon, vous voyez, donc c'est des positions d'autorité qui sont un peu surprenantes. Donc la dernière partie de mon intervention, c'est de me demander quelle argumentation critique les membres du GCEN justifient-ils pour leur choix pédagogique. Hein. Donc il faut supprimer la pédagogie traditionnelle parce qu'elle est mauvaise. Elle est mauvaise parce qu'elle a un côté dogmatique, parce qu'elle est encyclopédiste. Les connaissances ne jouent plus dans la formation de l'enfant le rôle que leur attribuait jusqu'ici. Elles ne figurent plus non plus à la même place dans la démarche enseignante. La pédagogie traditionnelle, elle est dénoncée parce qu'elle est exclusivement utilitaire. Elle est superficielle. Donc, dans la démarche traditionnelle, on repère que c'est plutôt de l'ordre du sermon que d'autre chose. Voilà, donc toutes ces dimensions-là, il y a donc des conséquences de cette pédagogie traditionnelle qui sont pointées par Gloton. Elle ennuie les élèves. La leçon de lecture doit être, à l'école primaire, tout autre chose que cet exercice ennuyeux, monotone et de tout repos, simple déchiffrage mécanique dont on se borne trop souvent à vérifier la construction formelle, littérale et qui, sans doute, n'exige pas d'être préparée. Elle infantilise. Voici la réflexion d'un maître. Il dit « La stagnation imposée dans le concret et le particulier ne risque-t-elle pas de maintenir à un stade infantile d'activité mentale, de l'empêcher d'accéder à la pensée mathématique, au raisonnement déductif ?» Cette pédagogie, elle atrophie la pensée de l'enfant. Elle discrimine. Et elle dresse. Hein, voilà tout le vocabulaire que l'on peut retrouver dans les différents articles que j'ai pu examiner, en vous disant ceci très rapidement. Donc, en conclusion, je pourrais dire que par l'analyse de contenu de ces revues publiées entre 50 et 57, il est possible de mettre en évidence des finalités, des contenus, une démarche pédagogique adoptée et inspirée des orientations d'éducation nouvelle. Cette manière de penser l'école se veut progressiste, dans la mesure où Gloton s'acharne à faire des preuves, elles se veulent scientifiques, ces preuves, de la nocivité des méthodes traditionnelles, dont il est censé faire table rase. Néanmoins, des positions conservatrices sont préservées, soit du fait de son statut d'inspecteur, ou bien d'une forme scolaire et d'un ordre conservé. Et j'ajouterai enfin que le progressisme de Gloton se résume à une technique nouvelle qui n'interroge jamais le rapport des élèves, quel que soit leur milieu, à l'école et aux apprentissages. Je vous remercie.